Bon, alors, dernier cours avant la trêve. Comme toujours, il y a même un léger erratum, mais je veux reprendre un petit point où je suis allé trop vite à la fin du cours, qui concerne l'utilisation de la mesure invariante, donc d'une mesure invariante, supposée connue, c'est dans une approche directe de l'ergodicité, dans les cas où on suppose qu'on a une mesure invariante qui a certaines propriétés que j'indiquerai dans un instant. Donc, l'existence d'une mesure invariante dans un compact, par exemple, le cas périodique, il n'y a pas de souci, grâce à la compacité de l'ensemble. Dans Rn, il faut l'hypothèse que j'ai déjà indiquée pour savoir qu'un tel objet existe. Pas nécessairement unique, parce qu'il n'y a pas forcément ergodicité. Et vous vous souvenez qu'on avait observé que si je regarde au moins formellement que l'intégrale de AU dm, on a aussi quelque chose de semblable dans le cas d'opérateurs avec SO. C'est simplement donné par ceci. Donc, plus, ça c'est la partie SO. C'est-à-dire des choses positives, on en déduit donc que c'est un opérateur monotone dans l'espace L2M. Et donc L2 équipé de la mesure M. Il faut faire attention à la manière dont ceci est défini, toutes ces opérations, puisque ça c'était une opération formelle, mais toujours en passant par, si on définit L2M, enfin, ce que c'est réellement comme la fermeture pour la norme des fonctions continues, et en se servant du fait que les résolvantes sont bien définies sur les fonctions continues, il n'y a pas de problème de justification de ce cadre fonctionnel. Alors, on en avait déduit un certain nombre de choses sur l'ergocité au sens de Césaro, parce qu'en effet, on voyait tout de suite que le terme de dissipation qui est ici, ce qui est réellement un terme de dissipation, doit s'annuler. Ça permet de montrer plus facilement que c'est des constantes. En tout cas, en ayant certaines propriétés sur M. Donc, c'est une remarque préliminaire. Alors, où je suis allé beaucoup trop vite, c'est sur le cas dépendant du temps, c'est-à-dire l'ergodicité forte, puisque ce que j'avais dit, c'est que le passage, quand t tend vers l'infini, permet de construire une orbite éternelle en supposant l'équicontinuité. Donc ça, cette hypothèse, elle est toujours là, et peut-être aujourd'hui, sinon en janvier, on verra que même si on a une très bonne contrôlabilité, l'équicontinuité peut être en défaut. Et donc du sur dt, on construit ainsi quelque chose qui est du sur dt plus AU égale à 0 pour S dans R. Et donc X dans un certain domaine qui peut être RD tout entier ou un espace compact, peu importe. Et donc le fait que l'on ait cette dissipation en se servant de cette propriété permet tout de suite de vérifier que l'intégrale de AIJ DIU DJU M, ceci aussi bien intégré en espace qu'en temps, ds dx est égal à 0. Donc on récupère cette information de manière totalement générale. Bien, c'est ensuite où je suis allé un peu vite. Alors la semaine dernière, c'est-à-dire il y a 15 jours, j'avais surtout parlé du cas où on sait que M est strictement positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pensez que M est dans L1 et que la mesure de la zone où M est égal à 0 est nulle. Bon, ça entraîne bien sûr que AIJ DIU DJU est égal à 0 presque partout. Bon. Donc, en particulier, si M est continu, il n'y a pas de souci. Si on sait, ce sont des hypothèses de régularité qui seront vraies dans des cadres elliptiques et coelliptiques,
que U est régulière, on va dire C1, et que le support de M est égal à D tout entier, okay, donc au sens du support d'une mesure, alors cela entraîne également que AIJ DIU DJU est égal à 0. Donc dans tous ces cas de figure, on récupère cette information, c'est-à-dire ou bien un peu plus de régularité sur M et de la stricte positivité, ou bien une propriété de support à ce moment-là, mais un peu plus de régularité sur U. On en déduit ceci. Alors bien entendu, ceci n'est pas absolument général. Si vous avez un point d'équilibre, M est une masse de Dirac, et vous n'obtenez qu'une information, grosso modo, au centre de masse, et dont on ne fait pas forcément grand-chose. Donc dans ces cas où on s'attend quand même à ce que la mesure soit relativement bien fichue, et tout ceci, ça n'a d'intérêt que lorsque justement on connaît une mesure ou qu'on peut démontrer facilement que la mesure est strictement positive et régulière, ce qui est le cas dès qu'on sera dans des situations uniformément elliptiques à coefficients réguliers ou hypoelliptiques avec coefficients réguliers. Alors, lorsqu'on en est là, bien on en déduit que sigma transposé gradient U dans tous les cas de figure est égal à 0, soit parce que c'est vrai presque partout au sens des distributions, soit au sens des solutions de viscosité, puisque U est continu. Tout ça, c'est équivalent. Et si on a cette information, eh bien, cela veut dire que le reste de l'équation, c'est du sur ds plus bêta gradient U est égal à 0. Et là, j'écris A sous la forme de carré, c'est-à-dire moins 1,5 de somme de 1 à m de xk carré, qui sont les colonnes de la matrice sigma, moins bêta gradient U. Bien. Donc ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a 15 jours. Typiquement, c'est au sens des distributions, mais je répète, comme U est continu, c'est au sens des solutions de viscosité. Pensez que U est régulière, c'est vrai partout, il n'y a pas de souci. Alors, c'est ensuite là où je suis allé un peu vite, et ce que je vous ai dit est vrai, mais on a mieux que ça. C'est l'observation, il faut faire l'observation suivante, qui est un petit peu technique, mais qui consiste à dire j'ai vraiment une fonction de x et de s. Et donc je vais regarder maintenant le temps comme étant une variable d'espace, d'état supplémentaire. Si je fais cela, j'ai une collection de champs de vecteurs qui sont nuls, et j'en déduis tout de suite que U est égal à U de x sur un C tilde de x, où C tilde de x, c'est la fermeture, donc il y a un grand bar au-dessus, de l'ensemble des points S, Y. Alors sur C de x et de S, l'ensemble des points T, Y, tel qu'il existe des UI qui sont dans L2, et il existe un V qui est dans L2, pour lesquels, si je regarde la solution de taux point égale moins V, ça c'est l'évolution du temps, pour lesquels je regarde ensuite que x point et que je démarre en t. Et donc, si je regarde ensuite x point égale quoi? Égale bien les sigma, donc ça va être sigma alpha, u alpha, plus bêta v. Donc sigma alpha, c'est sigma alpha de x, bêta, c'est bêta de x, et vous avez le même contrôle ici qui correspond au... Donc là, c'est faux, il y a un moins bêta ici, puisque j'ai écrit moins bêta.
Alors donc, bien, vous avez ces informations-là avec x de 0 égale x. Donc vous savez que U est constante sur tout cet ensemble, et si cet ensemble contient tout, ou si, en partant de deux points différents, l'intersection est non vide de ces ensembles, bien entendu, la fonction doit être constante. Donc c'est les conséquences habituelles, et comprenons bien qu'est-ce que l'on a gagné en faisant cela. Ce que l'on a gagné en faisant cela, c'est qu'on a gagné la possibilité d'aller dans les deux sens du temps, le long de ce flot bêta. En effet, dans les ensembles de contrôlabilité, lorsque je prends la définition usuelle et le premier résultat que je vous ai démontré il y a quelque temps, il n'y a pas ce V ici, le taux est égal à le temps évolue naturellement, et on résout cette équation et V est égal à 1. On n'a droit que V égale à 1. Donc là, vous avez la possibilité, en particulier, fondamentalement, de prendre V égale 1 ou V égale moins 1. Mais on a un peu plus de choix et la suite est un peu technique. Donc on gagne du déplacement, et lorsque l'on verra que, effectivement, si on a ces champs de vecteurs, on a tous leurs crochets de Lie suivant lesquels on peut se balader et obtenir des points qui sont dans l'ensemble de contrôlabilité. Pardonnez-moi, je n'ai pas conclu. C'est taux de 0 est égal à S, x de 0 est égal à x, et taux à l'instant t. Il existe UI, etc. Il existe un temps grand T, positif ou nul, tel que taux de grand T soit égal à petit t, et x de grand T soit égal à y. Donc, c'est trouver des contrôles qui permettent d'aller de x à y en temps grand T, en même temps que le temps s'incrémente avec un contrôle. Alors ça, comme on le verra, ça permet de se servir de commutateurs de tous mes opérateurs, sigma gradient. Et l'observation que je veux faire, c'est que comme les coefficients sont indépendants du temps, dès que vous prenez des crochets, en fait, c'est égal au crochet de bêta, c'est-à-dire qu'on peut oublier la dépendance temporelle parce que tout simplement les coefficients sont indépendants du temps. Donc ça permet de gagner beaucoup d'informations, alors que l'approche que j'avais au démarrage nécessite a priori nécessite qu'on regarde qu'un sens du temps. C'est ce qu'on avait fait, la démonstration probabiliste, en disant qu'en un point de maximum, le point de maximum doit se propager sur le support du processus. Eh bien ça, le support du processus, il y a un sens du temps. Bon. Alors d'une certaine manière, on peut gagner l'autre sens du temps parce qu'on s'est servi de la mesure invariante. Donc on a rajouté des informations supplémentaires, ce n'est pas sans frais. Et le fait que la mesure invariante soit naturellement associée au sens inverse du temps, donc tout ceci, je l'indique pour qu'on se familiarise. Pour l'instant, ça, ce n'était une remarque et une précision de ce que je vous ai raconté il y a 14 jours. Il n'est pas inutile de regarder qu'est-ce que c'est à étoile. Donc à nouveau, je ne veux pas indiquer ce qui se passe pour les opérateurs de saut, parce que c'est un peu sale à écrire, mais le principe est le même. Donc, qu'est-ce que c'est à étoile lorsqu'on écrit l'opérateur sous forme de crochet, sous forme de carré d'opérateur à la Hormander? Eh bien, c'est évidemment moins 1/2 de x k étoile au carré, moins, au sens de plus, divergence de bêta gradient. Divergence de bêta. En d'autres termes, A étoile, appelons-le phi, c'est quoi?
ce n'est rien d'autre que moins 1,5 de la divergence de sigma k, fois phi, et je somme sur les k, ce sont les vecteurs colonnes de la matrice sigma, plus divergence de bêta phi. Et je veux comparer ce que c'est par rapport à l'opérateur A. Donc évidemment, quand je dérive, soit je peux faire rentrer le gradient ici, soit je prends la divergence qui est ici. Donc je vais a priori récupérer moins 1,5. Faisons le calcul, c'est un calcul instructif. Gradient divergence de sigma phi, ça c'est le premier terme. Deuxième terme, moins 1,5 de divergence sigma k multiplié par la divergence de sigma k phi. Le dernier terme, si on le développe, ça fait plus bêta gradient phi, plus divergence bêta phi. Pas de souci. Continuons. Je veux maintenant faire rentrer la divergence à l'intérieur et je vais récupérer moins 1,5 de xk carré phi. Ça, c'est la même chose que l'opérateur, à part que le k est maintenant monté en haut, mais c'est un détail. Donc je vais remettre le k en bas. C'est parce que j'ai fait porter la dérivation sur le phi. Je retrouve évidemment le même opérateur. Quel est le quel est le terme que je n'ai pas écrit? C'est moins 1,5 de sigma k multiplié par fois le gradient de divergence de sigma. OK? Gradient divergence de sigma, oui, j'aurais dû commencer par l'autre, mais enfin peu importe. J'y suis. Il faut que je... Et le tout phi. Je m'y suis mal pris, c'est trop tard. Le terme qui est ici, développons-le, ça fait moins 1,5 de divergence sigma carré fois phi, moins 1,5 de divergence sigma, gradient sigma. Non, c'est pas du tout ça, sigma k gradient phi. On va arriver, on fait tranquillement ce petit calcul, on le finit, et on va arriver au point que je veux indiquer, qui est lié au renversement du temps, qui est lié à prendre un temps négatif. Alors, continuons. Donc, si je fais ceci, donc plus bêta gradient phi, donc ça, je l'isole, c'est la partie opérateur, plus divergence bêta phi. Donc, moralité, A étoile phi, et essayons de regrouper tous les termes, est égal à ce que j'ai envie d'appeler A moins phi, parce que c'est le même opérateur que A, mais j'ai changé bêta en moins bêta. OK? Ensuite, lorsque je développe ça, si je prends le gradient phi, il y a un sigma sigma k gradient phi multiplié par divergence, c'est le même terme qui est ici. Donc j'en récupère moins 1, divergence sigma k gradient phi. Bien. Et tout le reste, eh bien si je regarde bien ce que j'ai fait là, à quelques désordres de calcul près, tout le reste, bon, je vais faire simple, tout le reste va s'écrire comme étant plus une certaine fonction fois phi. En effet, dans le A, vous avez la divergence de bêta, vous avez moins 1,5 la divergence de sigma k carré, et ce que vous avez en plus, c'est moins 1,5 de sigma k de gradient de divergence de sigma k fois phi. Bon, alors tout ceci peut se réécrire, mais en l'occurrence, ça n'a pas d'importance. La moralité, et si vous regardez cet opérateur,
Donc pour les probabilistes, c'est le générateur du flot stochastique inverse, du flot rétrograde. En effet, le flot rétrograde, c'est d'ailleurs pas compliqué du tout, le flot rétrograde, c'est essentiellement le même, avec bêta qui est changé en moins bêta. Pensez à un flot déterministe, renverser le sens du temps dans un flot déterministe, dans une équation différentielle ordinaire avec des coefficients indépendants du temps. Changer le sens du temps, c'est simplement changer le champ de vecteur de plus le champ de vecteur en moins le champ de vecteur. C'est ça qui change le temps. Dans le cas du deuxième ordre, comme le brownien est accroissement indépendant, entre guillemets, de le prendre dans une direction ou dans l'autre direction, c'est pratiquement la même chose, parce que ce que ça nous voit, c'est des accroissements successivement indépendants. C'est pour ça que l'on garde la même partie d'ordre 2. On inverse le terme d'ordre 1. S'il y avait des sauts, au lieu de sauter d'un point à un point plus z, on va sauter d'un point moins z au point. On anticipe les sauts, c'est la mesure invariante. Et enfin, un dernier point, c'est que quand j'ai dit ce que j'ai dit sur le mouvement brownien et les accroissements, c'est presque vrai, mais il y a le problème de l'anticipation. Et le problème de l'anticipation se paye avec ce terme d'ordre 1 supplémentaire, qui est la correction pour le fait que si on était en train de discrétiser, au lieu de partir sur un petit intervalle, au lieu de partir de la borne inférieure, je porte de la borne supérieure. Et le prix à payer là-dessus, c'est 2 fois le terme correctif de Stratanovich, c'est ce terme-là. Donc, en tout cas, formellement, c'est le flot rétrograde et c'est bien naturel, parce que c'est le flot rétrograde qui porte la mesure. Vous avez une dynamique, les flots. Si vous voulez calculer la mesure, vous êtes en train de regarder le flot rétrograde. Alors, évidemment, c'est ça la dynamique sous-jacente au flot des lois, des mesures. Il n'en demeure pas moins que si, pour que ça reste une mesure de proba, il faut faire attention au jacobien, et le jacobien, il est contenu là-dedans, dans ce terme d'ordre 0, et ce terme d'ordre 0, c'est le taux exponentiel de variation du jacobien. C'est pour ça qu'il y a des divergences de sigma au carré qui apparaissent, etc., etc. Bien. Donc ça, c'est très naturel. Mais ce que l'on en déduit, c'est qu'effectivement, quand je regarde la mesure invariante, eh bien, j'ai naturellement les mêmes dynamiques à cette correction près que le problème initial, mais le champ de vecteur bêta est changé de signe. On change de temps, on change de sens du temps. Alors là, ce terme-là, vous pourrez me dire, mais on rajoute un terme d'ordre 1. Oui, mais ce terme d'ordre 1, il est dans les colonnes, si je voulais maintenant regarder le problème de contrôlabilité associé à ça. Eh bien, qu'est-ce que je serais en train de résoudre? Je serais en train de résoudre z point égale sigma alpha u alpha plus bêta moins divergence de sigma k. Et puis ici, sigma k dt. Ça serait, il n'y a pas de dt, j'ai écrit un point. Mais comme u alpha est quelconque, écrire ceci ou rentrer la divergence de sigma k là-dedans, c'est la même chose. Je peux résoudre ça et dire que c'est une solution du problème de contrôlabilité sans ce terme-là. Je reviendrai là-dessus. Mais c'est simplement de dire que si je prends les colonnes de mes vecteurs de contrôlabilité et que je rajoute des fonctions fois ces colonnes, ça ne change rien à l'ensemble de contrôlabilité. Donc même ensemble de contrôlabilité, que si ça n'y était pas. Alors ça, c'est au niveau du théorème des supports, la transformée de Gersonov. En effet, dire que l'on a des lois qui peuvent passer de l'une à l'autre, qui sont absolument continues l'une par rapport à l'autre et dont on connaît la densité, une densité qui est d'ailleurs strictement positive, veut bien dire que les supports sont les mêmes. Donc on doit s'attendre à ce que les supports soient les mêmes.
Donc on doit s'attendre à ce que les ensembles de contrôlabilité soient les mêmes, et c'est une évidence. Donc ce que cela veut dire, c'est que lorsque je travaille sur A étoile, je change bêta en moins bêta, je change le sens du temps, mais on a la même problématique. Une application de ceci, c'est la propagation, c'est les questions liées au zéro de la mesure invariante. Ça, c'est une question sur laquelle on va revenir, qui est de savoir quand est-ce que l'on peut dire que la mesure invariante est strictement positive. Alors, je vais faire dans une situation où je sais déjà que M est continu et je sais bien sûr que M est positif. J'ai oublié de le rappeler ici. C'est une mesure de proba. Donc, je suppose que la mesure invariante est continue. Ça, c'est un résultat de régularité. Et je me pose la question, que peut-on dire de l'ensemble des zéros? Donc, je travaille en un point où m de x0 est égal à 0. Donc, à cause de la positivité du fait que A, que ce soit un terme d'ordre 0, l'argument de Boni, c'est d'ailleurs indiqué dans l'article de Boni, ou l'argument probabiliste, vous écrivez Feynman-Katz, l'argument probabiliste, je ne reviens pas là-dessus, montre que ça entraîne que M était identiquement nul sur l'ensemble de contrôlabilité C- issu de x0. Et ce que j'appelle C- issu de x0, c'est le problème de contrôlabilité associé au sigma et associé à moins bêta. En particulier, si C- c'est la domaine tout entier pour tout point, ça veut dire que M est identiquement nul, contradiction, donc M est en fait strictement positif. Donc on voit tout de suite que si C- est le domaine tout entier, c'est fini. La mesure doit être strictement positive. Et ça, je reviendrai là-dessus, c'est plus précis que l'hypoellipticité. Bien. Et vous voyez le plus, le moins, bêta, moins bêta. Et voilà pourquoi, lorsqu'on se sert d'informations sur M, où on dit que M ne s'annule pas, eh bien, on a déjà encodé des informations qui se propagent dans le sens, en ayant retourné le sens. Donc, ce n'est pas surprenant que dans la conclusion finale, pour avoir l'ergodicité, ce n'est pas surprenant qu'effectivement, on ait le droit de mettre ce V devant le temps, c'est-à-dire regarder les deux sens du temps. Bon, je vais passer beaucoup de temps sur cette remarque, mais je voulais bien vous montrer ce point de renversement du temps, de flot rétrograde pour les probabilistes et du fait qu'on change le plus en le moins. Dans le cas où on passe de A à étoile, où on passe de l'espace de l'évolution des espérances de U0 de xt à l'espace à l'équation adjointe, dans lequel, évidemment, on va chercher la mesure invariante. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, et j'attaque après ce petit échauffement, je vais faire assez doucement les propriétés des ensembles de contrôlabilité. Beaucoup de ce que je vais vous raconter sont des choses qui font partie du folklore de la communauté de contrôle. Il y a des petites observations qui sont assez spécifiques, qui sont assez naturelles du point de vue qui nous occupe ici, que les gens n'ont pas forcément regardé, mais ça reste très, très élémentaire. Bien. Donc, je vais introduire un certain nombre de notations. Je vais introduire C+ de x et de t. Non, et je lui... Donc, c'est l'ensemble des... Je rappelle la définition, c'est l'ensemble des z tels qu'il existe des u alpha qui sont dans L2 de 0t, tel que si je résous z point égale sigma alpha, et puis cette fois, je vais vraiment... U alpha dt, il n'y a pas de dt, j'écris z point, plus bêta de z, où les sigma alpha bêta sont toujours les sigma alpha de mon opérateur écrit sous forme de Hörmander, donc somme des xk carré,
ça c'est mon sigma gradient, et moins bêta. Oui, de temps en temps, j'écris sigma transposé, c'est quand j'ai le point de vue matriciel. De temps en temps, j'écris sigma gradient, c'est parce que je regarde les colonnes, donc ça revient au même. C'est simplement prendre un vecteur et savoir si je le regarde en ligne ou en colonne. Si c'est en ligne, c'est un produit matriciel, donc là, il faut écrire des transpositions. Si c'est en colonne, c'est un produit scalaire, et c'est le sigma gradient. Bon, donc tout ça, c'est des détails d'écriture. Alors, tel que z de 0 est égal à x, et, alors c'est peut-être, je vais mettre l'ensemble des y, et tel que z de grand T soit égal à y, sinon ça fait un peu trop de z. Et on ferme. De la même manière, j'introduis c- de x et de t, qui est la même chose, mais avec bêta remplacé en moins bêta. Et enfin, C0 de x et de t, qui est bêta est remplacé par 0. Bon. Ensuite, que faire d'autre? Bien, on va aussi définir les C plus moins 0 de x, qui étant tout simplement la fermeture de la réunion des C de x et de t. Et donc, c'est aussi bien pour le plus que le moins et le 0. Alors, remarque, c'est une fermeture d'une union de fermeture. Vous pouvez vous dispenser de la fermeture qui est devant l'union. C'est le même ensemble. Bon, c'est des petits jeux sur les équations différentielles ordinaires. Il faut faire un peu attention, mais il n'y a pas trop de difficultés. Donc, c'est égal. C'est égal à la... Ou enfin, c'est un petit jeu. Même là, c'est topologique. Il n'y a même pas d'équations différentielles ordinaires. C'est aussi la fermeture de l'ensemble des y tel qu'il existe un grand T, il existe U alpha, il existe, ça suffit, tel que. Et puis après, on continue. Bien. Donc, dans la réunion, je peux enlever la fermeture qui est dans ces deux x et deux t. Bon, ça, c'est les notations. Donc, toute cette section est liée aux ensembles de contrôlabilité. Après les notations, quelques propriétés élémentaires. C0 de x et de grand T est indépendant de grand T, strictement positif. C'est quoi C0? C'est l'ensemble de contrôlabilité dans lequel il n'y a pas bêta. Et donc, vous voyez que le contrôle apparaît de manière linéaire dans l'équation. Il n'y a pas de restriction de taille sur les contrôles. Donc, je peux faire les changements de temps que je veux. Ce que je fais en temps 1, je peux le faire en temps 18 ou 1 sur 100 millions. Donc, ça, c'est changement de temps. Si je prends une trajectoire z, je peux regarder la trajectoire z de lambda t. Ça va me changer le contrôle U alpha en lambda U alpha de lambda t. Et le temps de passage grand T, le temps de transfert de x à y qui était grand T, bien entendu, il devient grand T sur lambda. Donc cette invariance d'échelle vous dit tout de suite que C0 de x et de t est indépendant de t et donc égal à C0 de x.
Donc lorsqu'il n'y a pas de dérive, lorsqu'il n'y a pas de bêta, tous ces ensembles sont indépendants du temps. Bien. Remarque élémentaire, mais une autre remarque tout à fait élémentaire consiste à dire que C plus et C moins sont réciproques l'un de l'autre. Donc je vais écrire ça avec un instant grand T, je pourrais prendre l'union, c'est évidemment la même chose. Donc je vais dire que si Y appartient à C plus de X et de grand T, c'est équivalent à dire que X appartient à C moins de Y et de grand T. Pourquoi? Parce que je prends la même trajectoire, après l'opération de fermeture, je prends la même trajectoire, mais je la lie en sens inverse. Je change le sens du temps. Pour le U alpha, ça change mon contrôle, mais ce n'est pas grave. Pour le bêta, ça me remplace le bêta en moins bêta. Donc en particulier, dire que j'ai contrôlabilité approchée dans la terminologie du contrôle optimal. Dire qu'on a contrôlabilité approchée en temps grand T ou contrôlabilité approchée sans prescrire le temps, c'est dire que quel que soit X, cet ensemble est le domaine tout entier. Ça veut dire qu'à partir de n'importe quel point, je peux aller aussi près que je veux d'un autre point. Ça, c'est la notion dite de contrôlabilité approchée parce qu'il y a une fermeture. Donc, contrôlabilité approchée pour le système avec plus bêta est équivalent à la contrôlabilité approchée pour le système avec moins bêta. OK. Donc ça, c'est une remarque sur la remarque. Ensuite, troisième point, c'est qu'il y a une propriété assez naturelle. Donc, des notations évidentes, c'est que C+, c'est une application qui me donne un certain ensemble fermé qui dépend du point X. Donc, quand je vais mettre ici un ensemble, ça veut dire l'ensemble que j'obtiens en décrivant ces ensembles lorsque X décrit l'ensemble de départ, avec des notations évidentes. Donc, la propriété de semi-groupe, c'est de dire que C+, et ça, c'est des choses bien connues sur les ensembles de contrôlabilité, c'est qu'on a une propriété de semi-groupe ou de groupe, en fait, sur les ensembles de contrôlabilité, qui reflètent uniquement les propriétés des systèmes dynamiques, donc c'est une évidence, à ceci près que j'ai mis la fermeture. Okay, donc là, il va falloir, et c'est à nouveau totalement élémentaire, donc si je prends C plus de X et de T1, et que je rajoute T2, c'est égal à C plus de X et de T1 plus T2. L'idée est relativement simple, c'est que si je sais aller d'un point X à un point Y1 par une certaine trajectoire, et que, c'est ce qui est à la base de la programmation dynamique, et que je sais aller avec une autre trajectoire en temps T2, de Y1 à Y2, bon, il suffit de shifter par le temps T1 ce bout de trajectoire, de les concaténer, comme on dit savamment, et j'obtiens une trajectoire qui va de 0 à Y2 en temps T1 plus T2. En même temps, si j'ai une trajectoire qui va directement comme U est dans L2, ce n'est pas nécessairement aussi régulier que ça, mes trajectoires, mais enfin, peu importe. Qui va en temps T1 plus T2, qui va en temps T1 plus T2 de X à Y2, il suffit que je l'arrête à l'instant T1 et que je définisse ce point comme étant Y, et je pose ce point comme étant Y1, et j'aurai par le reste de la trajectoire une transition, comme les coefficients sont indépendants du temps, une transition de Y1 à Y2 en temps T2.
Et ça, c'est évidemment les deux opérations trajectorielles qui sont à la base de la programmation dynamique. C'est prendre une trajectoire, la couper en morceaux, ou prendre deux bouts de trajectoire et les concaténer. Alors, il y a quelque chose de plus à dire, c'est qu'il y a une opération de fermeture ici. Il y a un souci, Olivier? Non? La fermeture te trouble un peu, oui, mais il va falloir qu'on y travaille. Le premier 3, mais il n'y a pas de souci. Avec la fermeture. Mais on va voir des arguments. On va voir des arguments, des arguments semblables dans un instant. Alors, quoi qu'il en soit, donc regardons ceci. La fermeture pose en effet un problème. Elle pose un problème, mais uniquement dans un sens. Regardons ce sens-là. C plus de x et de t1. Alors, donc je vais prendre y1 dans C plus de x et de t1. Et j'ai pris un y2 qui est dans C+, et je vais commencer par prendre un y2, pardonnez-moi, je vais commencer par prendre un y2 qui est atteignable par une trajectoire. C'est-à-dire qu'il existe une certaine trajectoire qui, en temps t2, permet, avec un contrôle que je vais baptiser U2, permet de faire la transition de Y1 à Y2. Et je veux montrer que Y2 appartient à C+. Donc la difficulté, c'est que comme là, effectivement, j'ai pris quelque chose qui était fermé, ce point-là n'est pas nécessairement obtenu par une trajectoire à partir de x. Et donc, cette trajectoire, eh bien, il va bien falloir lui... je ne peux pas simplement recoller la trajectoire de x à y1 de y1 à y2. En revanche, je sais que y1 est la limite, qu'il existe y1 n, ou epsilon, qui converge quand epsilon tend vers 0 vers y1. Bien, et qui est effectivement atteint, c'est-à-dire qu'il existe un contrôle qui part de x. Donc vous voyez les notations symboliques que je mets avec cette flèche ondulée, c'est-à-dire que je sais transférer x à partir de x et arriver en temps t1, je mets le temps en dessous, en y1 à epsilon, avec un contrôle qui est u1 epsilon. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ensuite, ce que je vais appliquer, c'est décaler de temps par le temps t1, si je veux écrire avec les détails complets les choses. Je vais prendre le point d'arrivée et suivre exactement le même contrôle. Le contrôle est fixe. Ça va m'aboutir à des points y2 epsilon. Et ce y2 epsilon, là, je sais qu'il est dans C de x, qu'il est dans C plus de x
T1 plus T2. Et pour conclure, qu'est-ce qu'il suffit d'observer? Bien, il suffit d'observer que comme le contrôle est fixé en temps T2, j'ai la dépendance continue de la solution de l'équation différentielle de ces équations différentielles ordinaires qui est continue par rapport à la condition initiale. Donc, dépendance continue par rapport à la condition initiale. Entraîne que Y2 epsilon converge quand epsilon tend vers 0 vers Y2. Bien. Et donc, qu'est-ce que je déduis de tout cela? J'en déduis que Y2 est dans C+, puisque j'ai pris la fermeture. Et que donc, l'ensemble des points auxquels je peux aboutir par un contrôle à partir de C+, de x de T1 est contenu là-dedans. Et C+, c'est la fermeture de ces points, et ça, c'est infermé. Donc, voilà ce qui démontre l'inclusion est ainsi démontrée. L'autre inclusion est plus simple. Parce que si j'ai un contrôle, je les découpe en deux morceaux, et c'est automatiquement dans cet ensemble, et ensuite je ferme. Donc, le fait que je n'ai pas exactement toujours une trajectoire qui aille d'un point à l'autre, et la fermeture est absolument cruciale pour l'ergodicité, ne pose pas de problème dans un sens, et dans l'autre sens, ne pose également pas de problème parce que ce que l'on fait, c'est qu'on se sert de la dépendance continue et que le contrôle est fixé. Bon, donc cette propriété de semi-groupe est vraie. On va enfin tordre le cou. Donc il faut que je travaille un peu sur ces zéros et ensuite démontrer les propriétés suivantes. Donc je vais annoncer les résultats et puis on va les voir après. Si je savais compter jusqu'à 4, ça serait bien. Donc 5, c'est que C0 est égal au domaine tout entier si le rang, et je vais revenir dessus, de l'algèbre de Lie engendrée par x1 et xm est égal à la dimension de l'espace tout entier. Bon. Et le quatrième point, c'est si je prends T strictement positif, c'est de dire que C de... Quatrième point, oui. J'ai vraiment des problèmes avec les numérations. Bon, c'est pas... Hein? Merci de ta contribution fondamentale au contenu de ce cours. Je n'en attendais pas moins de toi. Tu peux te rendormir. Donc, T strictement positif. Alors, comment je vais formuler ça? Voilà. Alors là, bon, il faut un tout petit peu s'accrocher. Quel que soit Y dans C0 de C plus de X et de grand T, donc je prends un point dans l'espace de contrôlabilité. Ensuite, je me sers que des contrôles sans le bêta. C'est cet ensemble. Eh bien, je sais trouver des points, quel que soit epsilon positif. Je sais trouver un point y epsilon qui appartient à C plus de x et t plus epsilon, tel que y epsilon converge vers y.
Donc, en fait, il y a un problème de non-continuité à droite de ces ensembles de contrôlabilité. Et ces ensembles de contrôlabilité, à tout moment, vous pouvez leur rajouter entièrement ces zéros, en le point où vous êtes. Okay. Donc, ça veut dire que, y compris pratiquement instantanément, parce que là, c'est quel que soit t, positif ou nul. Excusez-moi. Donc, instantanément, si vous permettez un temps epsilon, vous avez droit essentiellement à ces zéros, d'un coup. Donc, en particulier, si C0 est égal à D grâce à l'argument précédent, bah, que vous ayez un bêta ou pas un bêta, tous les C, les C+, moins 0 seront égaux à D. Bien. Ça, c'est bien entendu parce que j'ai des contrôles L2 sur lesquels je ne prescris aucune borne, et que donc je peux faire des transitions ultra rapides, aussi violentes que je veux. Un contrôle L2, il peut approcher une masse de Dirac. Une masse de Dirac, ça veut dire sauter. Donc c'est comme si je pouvais sauter d'un point à un autre grâce au sigma. J'ai le droit de sauter qu'avec du sigma. Enfin, il y a une remarque qui est élémentaire, mais ça, il va falloir le démontrer. C'est que les C plus moins 0, enfin C plus moins, pour des xk, pour un système en xk et avec un y c'est bêta gradient, hein, sont identiques, restent les mêmes, si je prends les mêmes xk et que je prends y plus un champ de vecteurs qui est sigma, je crois que j'écrivais les k en haut, fois θk, où les θk sont des fonctions, disons, régulières. C'est-à-dire, si je rajoute, je vais écrire les choses autrement, ça sera plus clair, plus θk sigma, k, gradient. Si je rajoute un champ de vecteurs du premier ordre, mais qui est obtenu par combinaison des xk, et en fait, sigma k gradient, c'est xk. θk xk. J'ai déjà mentionné cela avec le divergence sigma xk. Et c'est simplement de dire que si je prends un contrôle, je peux rajouter le θk xk dedans ou pas dans le contrôle, en l'intégrant au contrôle, en le sortant du contrôle. Il n'y a pas de difficulté. Bon, donc ça, déjà, d'une certaine manière, déjà établi. Mais je vais passer un peu de temps à vous expliquer ces deux points-là qui sont les deux seuls points qui m'intéressent. Bon, ça, ce sont ça les points essentiels, hein, parce que c'est comme ça qu'on va trouver des choses amusantes. Disons que c'est ça qui va tordre le cou à ce qu'on appelle l'hypoellipticité. Alors, il y a quand même un moment où il faudrait que je définisse ce que c'est, l'hypoellipticité. Il n'y a pas une notion, parce que alors, c'est de dire qu'on a un certain opérateur A du deuxième ordre, alors là, il y a des variantes. Il y a la variante AU égale à 0, U dans L2 dans un ouvert entraîne que U est C infini. Et il y a la variante AU appartient à C infini d'un certain ouvert oméga. Ouais, oméga, c'est pas terrible, on va l'appeler O comme ouvert. U appartient à L2 de O, entraîne que U est C infini. Bon, il y a des petites variantes sur son suppose sur L2. Mais c'est grosso modo, je mets des guillemets comme ça, c'est pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas identifiable. On a des conditions nécessaires
La première condition nécessaire 1, et ensuite il y a une condition plus précise, c'est précisément celle que je viens d'écrire. Et donc là, il va falloir maintenant que je décrive ce que cela veut dire. C'est de dire que le rang de l'algèbre de Lie engendré par x1, xm est égal à d. Condition nécessaire 2, qui est de dire que j'ai besoin que le rang est de dire, elle est plus faible, que le rang de x1, xm, y, j'ai le droit de rajouter le terme du premier ordre, est toujours égal à d. Donc attention, quand je dis ceci, je n'ai pas le y. On reviendra sur le y. Et deuxième attention, c'est que, surtout lorsque je m'intéresse à la contrariabilité forte, on a bien vu que c'était associé à une équation qui dépend du temps. D'accord ? D'ailleurs, l'orbite, la solution dont on va démontrer qu'elle est constante, c'est plus une seule fonction, c'est une orbite. Ça dépend de x et du temps. Donc la véritable équation pour laquelle on devrait regarder cette condition d'hypoellipticité, c'est du sur ds plus au, c'est-à-dire rajouter la variable s. Auquel cas, le résultat de Hormander, ça c'est des conditions nécessaires qui sont dues à Hormander, qui n'est pas, c'est pas l'indice ni la préparation, c'est le grand épéiste. Là-dedans, formellement, si on voulait s'en servir pour nos problèmes, ici, il faudrait mettre d sur ds moins bêta gradient. C'est-à-dire exactement ce qu'on a vu apparaître tout à l'heure. Donc il y a bien une difficulté avec la variable temporelle et les termes du premier ordre. Et c'est parce qu'on regarde des choses un peu fines. Donc il va falloir que je revienne là-dessus sur les rôles du terme du premier ordre. C'est évidemment un peu technique.